Cette semaine, quelque chose s'est brisé en Russie, que les analystes occidentaux n'avaient pas vu venir. La crise du carburant est passée d'un problème économique à une question d'ordre public. Les Russes se battent désormais entre eux dans les stations-service, allant parfois jusqu'à s'entretuer pour de l'essence. La mafia russe réapparaît aussi dans cette pénurie pour contrôler le marché noir de l'essence. Et des citoyens russes ordinaires sont désormais filmés en train de dire ouvertement et publiquement qu'ils espèrent la mort de Vladimir Poutine. Selon eux, c'est la seule façon de sauver la Russie. La bourse russe vient de connaître l'un des plus grands cracks d'une journée de son histoire moderne. Et Poutine réagit de la seule manière qu'il connaisse, en réprimant encore plus durement. Il arrête désormais les personnes qui soulignent que les choses ne vont pas dans le pays. Voilà à quoi Poutine en est réduit. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer ce qui se passe lorsqu'un État moderne perd le contrôle de son propre ordre intérieur. Les fusillades et bagarres au couteau dans les stations-service à travers le pays actuellement, et pourquoi des journalistes et blogueurs pro-russes, pro-Kremlin, sont arrêtés pour avoir révélé la vérité. Tout cela conduit à la baisse des chiffres d'approbation de Poutine, même dans ses sondages truqués. Et ensuite, nous parlerons de la politique intérieure de l'Ukraine, car là aussi, la situation n'est guère reluisante. Zelensky vient de limoger l'une des figures les plus importantes du gouvernement ukrainien, au pire moment possible. Et ensuite, nous parlerons de ce qui se passe sur les lignes de front. Je m'appelle Sam, et vous regardez Business Basics. Commençons par les fusillades qui ont lieu à l'intérieur de la Russie, et pourquoi des gens en viennent à dire que Poutine devrait tout simplement mourir. Des Russes ordinaires se battent avec des pistolets et couteaux pour de l'essence. Cela n'arrive que dans des États faillis. Et maintenant, cela se produit dans la capitale d'une superpuissance nucléaire. Écoutez bien. Je suis resté ici, j'ai laissé la voiture, je suis venu, je l'ai prise, je dis gloire à quelle caméra? Mais quoi, bon sang? Je suis coincé ici. Je suis coincé ici. Ne tombe pas là-bas, tu ne tomberas pas. Je vais te tuer. Dégage d'ici, je me casse d'ici. Malheureusement, ce n'est pas aussi grave que ce qui s'est passé ensuite hors caméra. Voici le rapport d'un média russe. Une fusillade dans une station-service russe à Chablansk. Le 11 juillet, dans une station-service Gazprom, un conducteur a essayé de doubler à la pompe. D'autres conducteurs l'ont réprimandé, après quoi il a sorti un pistolet non létal et a tiré sur l'homme. La victime a été hospitalisée à cause du tir et le tireur a pris la fuite, mais il a été arrêté plus tard. Malheureusement, ce n'est pas un incident isolé. C'est un phénomène qui se répand dans tout le pays. Avant de donner d'autres exemples, je tiens à préciser que je déteste les gens qui grillent la file. Mais malgré tout, avançons. Juste avant cette fusillade, il y a eu une autre fusillade et une bagarre au couteau à Saint-Pétersbourg pour des raisons assez similaires. Il y a eu un problème à la station-service. Pour une raison quelconque, les gens arrivent devant et se battent, la bagarre dégénérant vite en une situation indésirable. Des bagarres similaires ont lieu dans l'oblast de Routsk à Saint-Pétersbourg, à Kaliningrad, à Kalouga, à Krasnodar, au Tatarstan, partout en Russie. Les tensions sont très fortes parce que ces files d'attente, eh bien laissez-moi vous dire, ces files d'attente, laissez-moi vous dire, ce n'est pas quelque chose qu'une personne patiente supporterait. Maintenant, il y a une autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux russes, et elle est très choquante. Donc je ne vais pas vous la montrer, mais dans un instant, vous comprendrez pourquoi je ne veux pas vous la montrer. Un homme russe a frappé plusieurs fois une femme au visage dans une station-service après qu'elle l'a aspergée de gaz poivré, car il tentait de l'empêcher de faire le plein. La scène a été filmée par une caméra. Il est facile d'affirmer que les Russes accumulent beaucoup de colère, ce qui explique pourquoi beaucoup espèrent, et déclarent publiquement vouloir la mort de Poutine. Un journaliste affirme publiquement que Poutine devrait démissionner s'il veut éviter une guerre civile sanglante. Avant d'en arriver là, laissez-moi vous montrer à quel point ces files d'attente sont terribles. Regardez ce clip. Dans ce clip, un conducteur russe, dans la région de Novorossiysk, se filme en longeant une file d'attente pour le carburant, affirmant rouler à environ 60 km/h, soit environ 40 miles, h. En regardant la vidéo, j'ai du mal à le croire, mais c'est pourtant ce qu'il affirme, et il lui faut environ 100 secondes pour arriver au début de la file. Donc si on fait un calcul rapide, ça fait environ 1,6 km. C'est la longueur de cette file, à peu près un mile. Ce n'est pas très long, surtout qu'il y a de l'essence ici. Cependant, ailleurs, ces files d'attente durent des jours et certains tombent en panne d'essence en attendant. Regardez ces images. Ce n'est pas si mal puisque cette station-service a de l'essence, devenue rare aujourd'hui en Russie. Malgré tout, dans certains lieux, les files d'attente sont si longues que les gens doivent faire preuve de créativité pour savoir quand viendra leur tour. Regardez cette séquence.
Un homme russe fait la queue pour de l'essence, utilisant des jumelles pour voir quand viendra son tour, tant la file est longue. Puis, une autre séquence suit. Dans la région de Rostov, nous avons des Russes qui tombent littéralement en panne d'essence, alors qu'ils attendent dans la file pour en acheter. Leurs voitures s'arrêtent donc au milieu de la queue, et ils doivent les pousser jusqu'en tête de file. Et avec un peu de chance, lorsqu'ils arrivent enfin, il reste encore de l'essence à la station. Maintenant, tout cela nous amène à l'histoire qui vous intéresse tous. Des Russes appellent à la mort de Poutine, et des journalistes russes lui demandent de démissionner pour éviter une guerre civile. Parlons d'abord des journalistes. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite en Russie, c'était au début des années 1990 avant et juste après l'effondrement. La situation à l'intérieur de l'Union soviétique et en Russie, eh bien, elle était désastreuse. Des groupes criminels organisés ont comblé les vides laissés par l'État défaillant. Ils contrôlaient le marché noir, la distribution et les prix. C'était un business très lucratif. Je lis actuellement une biographie de Poutine. Nous devrions bientôt sortir une vidéo à ce sujet. Mais à l'époque, si vous aviez une entreprise rentable, disons une entreprise légale, il n'y avait ni gouvernement, ni code russe pour vous protéger. Si un mafieux voulait votre entreprise parce que vous gagniez trop d'argent, vous n'aviez pas d'autre choix. Soit vous mouriez, soit vous cédiez votre entreprise pacifiquement. Il n'y avait pas d'autre option. Beaucoup d'hommes d'affaires russes ont donc créé cette entreprise prospère pour gagner de l'argent et aider le pays. Ensuite, le mafieux frappe à la porte et dit « Tu gagnes trop d'argent, donne-moi 50% ou même 100%. » Ils doivent y plier pour protéger leur vie et leur famille. C'est pourquoi de nombreux Russes refusent de revivre cela et s'inquiètent de la crise du carburant. Pour eux, cela ravive de mauvais souvenirs. C'est pourquoi des journalistes russes demandent publiquement la démission de Vladimir Poutine. Ils veulent que Poutine démissionne pacifiquement et laisse la prochaine génération de jeunes dirigeants prendre le relais, diriger le pays et, espérons-le, améliorer la situation. Écoutez ceci. Je crois que le président devrait démissionner. Doit prendre du recul. C'est mon point de vue en tant que citoyen de la Fédération de Russie. Je crois qu'après tous ces événements, si cette personne a le courage intérieur, Il devrait démissionner et organiser des élections justes, ouvertes et compétitives. Je crois en mon pays. Beaucoup de gens disent Dmitri, qui va le remplacer? mais qui si ce n'est lui? Je crois en mon pays. Je crois que dans notre pays, j'espère qu'avec encore 140 millions de personnes, nous pouvons trouver 450 députés décents. Ainsi qu'un président décent capable de sortir le pays de la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Je crois en mon... Mais tous les dirigeants actuels doivent être démis de leurs fonctions, ce qui signifie de nouvelles élections présidentielles et parlementaires. C'est mon point de vue. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, il y a une autre solution. Je me trompe. Il y a une autre solution, mais tu sais que c'est une voie sanglante. C'est un chemin qui a mené à de terribles conflits civils à plusieurs reprises. Si les autorités actuelles ne veulent pas entraîner le pays dans un conflit civil sanglant, alors elles devraient trouver le courage de démissionner. Là-bas, Maintenant, la partie la plus folle, c'est que c'est un extrait assez long que ce gars a publié. Et il sait que ce qu'il fait est dangereux. Et il sait que cela pourrait signifier qu'il risque de perdre la vie. Et c'est pourquoi, plus tard dans la vidéo, il explique qu'il veut créer un mouvement qui continue après lui. Et c'est quelque chose que nous allons écouter dans un instant. Mais avant d'en arriver à cette partie, je veux aussi souligner autre chose qui se passe dans les rues de la Russie. Nous avons maintenant des citoyens russes ordinaires qui, devant la caméra, disent publiquement qu'ils espèrent que Poutine meure. Ils pensent que Poutine, bien que vieux, ne quittera pas le pouvoir. Ils espèrent donc sa mort prochaine pour que le pays puisse s'améliorer. Ce n'est pas juste un gars qui fait ça pour attirer l'attention ou autre chose. Il y a plusieurs Russes différents qui disent exactement la même chose. Écoutez par vous-même. voir la Russie sans Poutine, c'est mon rêve. Pas un rêve du genre obtenir une réduction ou partir en vacances en Turquie. Je parle d'un vrai rêve. Après Vladimir Poutine, il y aura un président normal. Quelqu'un de vivant, en bonne santé, intelligent, raisonnable et décent. Pas ce que nous avons actuellement. Et honnêtement, Peu importe qui est cette personne, ça pourrait être presque n'importe qui, ce serait 100 fois mieux. Poutine est un criminel et un meurtrier. J'espère qu'une maladie l'emportera le plus vite possible. Qui est Vladimir Poutine pour vous? Sans doute l'un des dirigeants les plus faibles et inefficaces de la Russie. À votre avis, à quoi? Ressemblera la Russie après Poutine? J'espère que nous allons enfin... Avoir une véritable démocratie. Comment quittera-t-il ses fonctions? Il mourra.
Et quand? Je l'espère. Si tout le monde prie exactement à 20h, Peut-être que ça arrivera plus tôt. Qui est Poutine pour toi? Honnêtement, Juste un vieux monsieur dont tout le monde a marre. Poutine quittera la présidence seulement les pieds devant. Il n'a pas d'autre option. Il y a trop de crimes, trop de sang versé, trop de non-droits liés à son nom. Si la télévision de propagande de Poutine continue d'être diffusée, aucun changement n'est à attendre. Pourquoi ce règne sans fin digne d'un tsar? Nous n'en avons pas besoin. si vous êtes ici pour les bases du business, voici une autre notion essentielle. Protégez vos données personnelles en ligne. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone, et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité, et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées, et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien du site exposant vos informations personnelles, et les experts d'Incogni s'occuperont du reste avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus compliqué à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Maintenant, pour ceux qui suivent la Russie depuis longtemps, vous savez que ce genre de choses n'est pas courant en Russie. Et en plus de cela, Poutine prend ce genre de choses très, très au sérieux. Il y a des personnes qui ont dit des choses bien moins graves, bien moins dramatiques, et elles ne sont plus parmi nous sur cette planète. C'est le genre de punition que Poutine inflige si vous le critiquez. Et devinez quoi ? Il semblait qu'il se montrait plutôt indulgent, en 2026 du moins jusqu'à présent, car nous avons réalisé plusieurs vidéos sur des personnes qui le critiquent publiquement. Mais maintenant, il semble que Poutine réprime à nouveau comme il le faisait auparavant. Regardez ce reportage. Donc, cet homme que vous voyez à l'écran, c'est Ilya Remslav. Et en fait, nous avons déjà parlé de lui en mars. Et je ne vous en voudrais pas si vous ne vous souvenez pas de lui, c'était il y a longtemps. Mais il était l'un des blogueurs pro-Poutine en Russie. Il était tellement pro-Poutine. Il y a seulement quelques années, lorsque Navalny a commencé à défier le pouvoir de Poutine, c'est cet homme qui s'est plaint, ou plutôt, a dénoncé Navalny aux autorités russes. En plus, il a témoigné contre Navalny au tribunal, menant à son emprisonnement, et déposé plusieurs plaintes contre lui. C'est dire combien il aimait Poutine. Mais ensuite, sans prévenir. Plus tôt cette année, en mars, il a publié un grand manifeste critiquant et attaquant publiquement Poutine. Et toutes ses décisions depuis le lancement de cette opération militaire spéciale, personne ne s'y attendait. C'était une affaire majeure, cet homme incarnant la répression menée par Poutine contre Navalny et ayant des partisans. Et quand il critique publiquement Poutine, eh bien certaines personnes en Russie y prêtaient attention. Dans ce manifeste, il commence par une phrase qui était vraiment, vraiment vraie. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est sûrement incorrect, grammaticalement. Mais il affirme que même une personne irréprochable serait corrompue par l'exercice du pouvoir. Tant que Poutine. Il faut le rappeler. Poutine est au pouvoir depuis environ 26 ans. Certains enfants russes n'ont connu que lui comme dirigeant. Même Premier ministre, il dirigeait de facto le pays. Il avait la plupart du temps d'antenne sur comment ça s'appelle, les chaînes d'information. Il avait la plupart du temps d'antenne chaque fois que des dirigeants visitaient la Russie. Donc il était le dirigeant, même quand il n'était pas officiellement le dirigeant. Dmitri Medvedev a fait semblant d'être président pendant un mandat pour contourner la limite constitutionnelle instaurée par Yeltsin. Mais dès que Poutine revient au pouvoir, il supprime pratiquement toutes les limites de mandat prévues par la Constitution. Ainsi, il peut gouverner aussi longtemps qu'il le souhaite. Poutine pourrait sûrement diriger la Russie jusqu'à sa mort s'il le souhaite. Ce gars dénonçait cela et listait aussi tous ses autres problèmes avec Poutine, ceux qu'on évoque sur cette chaîne. Il insiste sur le luxe dans lequel vit Poutine. Il a plusieurs palais protégés par des défenses aériennes et, vu tout l'argent qu'il dépense, il est peut-être la personne la plus riche du monde. Il souligne aussi que pendant que Poutine fait tout cela, il saisit les biens d'autres dirigeants en Russie, des chefs d'entreprise. Il saisit des biens. Il augmente les impôts des Russes
pour poursuivre la guerre et souligne aussi les pertes au front. C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas vraiment en Russie, parce qu'ils ne connaissent pas les vrais chiffres. Ils ne savent pas combien de Russes sont morts sur les lignes de front ou ont été grièvement blessés. Et après tout cela, il est commun. Le manifeste était long, avec plusieurs pages. Je mettrai le lien de l'ancienne vidéo pour tout rattraper. Mais après tout cela, il dit en gros que Poutine devrait démissionner, puis être inculpé comme criminel de guerre, comme quelqu'un qui a essentiellement ruiné l'avenir de la Russie. Et ensuite, il conclut. Un jour après sa publication, c'était déjà une grande nouvelle en Russie, pas seulement à l'étranger. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique pour des problèmes mentaux. Mais cet homme est resté actif après son hospitalisation, et il a continué à donner des interviews par la suite. Et si vous écoutez ces interviews, vous pouvez voir que ce n'est pas quelqu'un de fou. Il avait l'air d'un gars normal, qui avait encore toute sa tête. Il ne paraissait ni souffrir de maladie mentale, ni devenir fou d'après sa façon de parler. Pourtant, il a été interné à l'hôpital. Et dans une de ces interviews qu'il donne depuis cet hôpital psychiatrique, il dit que la raison pour laquelle il est à l'hôpital, c'est à cause des mots. Il a dit, ce sont les conséquences de ses paroles, et, vous savez, du message qu'il a diffusé. Donc il a compris ce qui lui arrivait, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il ait réalisé que l'hôpital était une punition. Trop léger pour quelqu'un qui critique Poutine à l'intérieur de la Russie. Parce qu'à peine il sort de l'hôpital, juste hier matin, donc vendredi matin en Russie, il est arrêté puis accusé d'avoir critiqué l'armée. Parce qu'en Russie, c'est un crime. On ne peut pas critiquer l'armée même si on est un patriote. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour l'invasion. Ils veulent la disparition de l'Ukraine au profit de la Russie, tout en critiquant la conduite de la guerre par l'armée. Ils pensent que l'armée devrait être beaucoup plus dure, ils pensent qu'elle devrait s'en prendre encore plus aux civils qu'elle ne le fait actuellement. Dans la Russie de Poutine, c'est illégal. J'ai l'impression qu'on en a trop parlé, mais il n'est pas le seul visé. Cette semaine, une autre figure de l'opposition russe a été qualifiée d'agent de l'étranger, une étiquette que Poutine utilise contre ses critiques. Être qualifié d'agent de l'étranger en Russie rend la vie extrêmement difficile. Les gens vous traitent comme des parias, et les banques refusent de garder votre argent. Vous ne pouvez pas louer facilement. Beaucoup de choses vous sont interdites simplement parce que vous êtes qualifié d'agent de l'étranger. Et Poutine affirme, ce n'est pas une loi propre à la Russie. D'autres pays l'utilisent aussi. Mais il y a une grande différence entre ce qui est considéré comme un agent de l'étranger ici aux États-Unis et ce qui est considéré comme un agent de l'étranger en Russie. Accepter un don d'$1 d'un étranger suffit pour devenir agent de l'étranger. Cela signifie que, selon eux, vous servez d'autres pays, pas la Russie. C'est très spécifique si vous êtes engagé en politique ou dans le lobbying. Et si vous recevez des fonds ou un salaire d'une entreprise étrangère ou d'un pays étranger, alors vous devez légalement vous enregistrer auprès du gouvernement en déclarant « Eh, je reçois ce paiement de ce pays étranger ». Et ça s'appelle, je crois, la FARA ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas complètement sûr, mais aux États-Unis, c'est assez spécifique à la politique. En Russie, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez être qualifié d'agent étranger, et parfois le gouvernement russe n'a même pas à prouver que vous recevez des financements de l'étranger. Poutine utilise l'étiquette d'agent étranger pour exclure ses opposants des élections, ce qui explique pourquoi il ne s'en soucie pas vraiment, car toute personne qu'il craint devient subitement un agent étranger, et ne peut donc se présenter. C'est ce qui est arrivé à Navalny, dans les années 2010, lorsqu'il était une figure très importante en Russie. Beaucoup de Russes, mécontents de Poutine, soutenaient Navalny. Donc, du jour au lendemain, il est devenu un agent étranger. Il avait de nombreux procès, donc il ne pouvait pas se présenter à l'élection. La même chose arrive à cet opposant, Boris Nazarov. Je risque de mal prononcer, mais je vais essayer. Maintenant, l'élection en Russie approche en septembre, et juste avant l'élection, Poutine s'attaque désormais à ses détracteurs, et à ceux qui pourraient se présenter contre lui ou son candidat à l'élection. Cela montre que, même sans paraître inquiet des élections, il veille à garder le contrôle et à éviter tout débordement. Maintenant, c'est là que je veux rapidement aborder les chiffres des sondages qui viennent de Russie, des chiffres provenant d'un sondeur officiel du Kremlin. Gardez donc cela à l'esprit, car ces chiffres ont probablement été approuvés par Poutine, ou par des personnes proches de lui, et ils nous révèlent quelque chose de très intéressant. Regardez selon ces données, qui viennent tout juste de sortir il y a environ 5 jours, les plus récentes. Le taux d'approbation de Poutine était maintenant tombé à 65,1%, c'est le niveau le plus bas depuis le début de la guerre. Cependant, 65 n'est pas si bas. Beaucoup de dirigeants démocratiques rêveraient d'un tel taux d'approbation. Ce qui importe ici, c'est la tendance.
Regardez le graphique depuis le début de la guerre. Et si vous regardez uniquement l'année dernière, la tendance est clairement à la baisse. Elle décline. Et c'est intéressant parce que ce sont des chiffres que Poutine peut facilement manipuler. On dit souvent qu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux données venant de Russie, car il peut manipuler les chiffres, même s'il en a la capacité. Le fait que la tendance soit à la baisse nous montre que le public russe n'est pas vraiment satisfait. Et c'est quelque chose que les journalistes russes réalisent aussi, plus précisément les militants russes qui veulent que Poutine parte. Tu te souviens du gars qu'on vient d'entendre, il y a quelques minutes, qui disait à Poutine de simplement démissionner s'il voulait éviter une guerre civile. En parlant de ce conseil, Poutine ne se soucie pas de l'avis des Russes, mais c'était un bon conseil. Il devrait démissionner et laisser la place à d'autres. Ce journaliste sait que son travail est dangereux et que sa vie est menacée. Il tente donc de lancer un mouvement pour que d'autres Russes fassent comme lui, où ils veulent montrer publiquement leur mécontentement face aux décisions prises par le Kremlin. Écoutez cette prochaine partie du même extrait que nous avons vu tout à l'heure. Beaucoup demandent, Dimitri, que faire? Comment rester silencieux? Vous voyez, certains agissent déjà. Avez-vous remarqué le nombre d'appels de Russes ordinaires sur les réseaux sociaux? Il y a des appels en colère, vraiment en colère, adressés aux autorités. Il y a un moyen. Des appels sincères aux autorités. Vous voyez, lorsque 10, 15 ou 20 personnes lancent un appel, elles peuvent être retrouvées et des mesures peuvent être prises contre elles. Quelqu'un peut être emprisonné ou non, ou recevoir une amende. Si des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes commencent à enregistrer et publier quelque chose, il y aura un résultat. Ce sera la voix du peuple, alors les gens montreront au monde entier l'opinion des citoyens russes ordinaires. Partout dans le monde, l'opinion des gens ordinaires. Maintenant, malheureusement, cela pourrait vous choquer. Mais ce n'est pas seulement Poutine qui doit faire face à des problèmes internes. Zelensky doit aussi gérer des problèmes internes, en pleine guerre, et c'est en quelque sorte auto-infligé. Des manifestations ont lieu en Ukraine suite à un récent licenciement, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Mais avant d'en parler en détail, je veux vous montrer sans doute la meilleure blague que j'ai vue venant de Russie. Ce sont des Russes qui se moquent de la situation actuelle. Ils ont vraiment un très bon sens de l'humour. Si vous ne me croyez pas, demandez simplement à l'ancien président, Ronald Reagan. Il était un grand fan des blagues soviétiques. Et devinez quoi? Des blagues russes. Eh bien, elles sont vraiment excellentes. Et voici ma préférée. Vous connaissez les règles. Si vous avez aimé la blague, cliquez simplement sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous. Regardez. Un patriote poutiniste entre dans une station-service et demande « Combien coûte l'essence ?» L'employé répond « 200 roubles le litre. » Comment ça? 200? Hier c'était seulement 100 $. C'est exact. 100 roubles pour l'essence, et 100 autres pour construire un monde multipolaire, soupire le patriote. Mais il tend fièrement 200 roubles. Le pompiste prend l'argent, lui rend, et dit « 100 ». Il n'y a pas d'essence, c'est la situation. La Russie possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, et il n'y a plus d'essence. Ne t'inquiète pas. Peut-être que si Poutine a encore 3 jours pour son opération militaire spéciale, il obtiendra à nouveau un monde multipolaire. Petite parenthèse d'ailleurs, même s'il y a un monde multipolaire, je ne pense pas que la Russie sera l'un des leaders. La Chine est prête à prendre le contrôle de la Russie dès que Poutine ne sera plus là, même si ce n'est pas officiel, je pense que ce sera en coulisses. La Chine va contrôler une grande partie de la politique russe à l'avenir. Et c'est la vidéo que nous allons bientôt publier, alors n'oubliez pas de vous abonner. Concentrons-nous maintenant sur la politique intérieure ukrainienne. Avant les détails, je précise que je ne suis pas expert en la matière. Il est déjà difficile de suivre la politique américaine. Je n'ai pas le temps pour celle des Ukrainiens. Mais je vais vous donner toutes mes informations. Et ensuite, vous pourrez juger par vous-même si Zelensky a pris la bonne décision ou non. Donc, l'homme que vous voyez à l'écran s'appelle Mikhailo Fedorov. Il était l'ancien ministre de la Défense de l'Ukraine. Et il vient tout juste d'être limogé il y a quelques jours, cette semaine, la semaine dernière. Il a été renvoyé sans prévenir. Et il a un CV plutôt impressionnant. Il n'a été ministre de la Défense que pendant 6 mois. Avant cela, il était ministre de la transformation numérique et vice-premier ministre de l'Ukraine. Mais il a eu une promotion et est devenu ministre de la Défense ukrainien il y a environ 6 mois. Et il a accompli beaucoup de choses en 6 mois. C'est un jeune homme, innovant, qui a une conviction très forte sur la façon dont l'Ukraine peut gagner cette guerre. Et il a mis ce plan en œuvre très rapidement. Nous avons déjà parlé un peu de lui plus tôt.
Le premier problème qu'il a résolu était le problème de Starlink, qui, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, est déjà interdit en Russie. Tout d'abord, si vous êtes en Russie, vous ne pouvez pas acheter de terminal Starlink. Mais disons que vous parvenez d'une manière ou d'une autre à amener un terminal Starlink en Russie. Si vous êtes à l'intérieur de la Russie, vous ne pouvez pas vous connecter au satellite Starlink. Donc, le terminal est essentiellement comme une boîte en métal ou en plastique. Je ne sais pas de quel type de boîte il s'agit, mais ce sera juste une boîte. Elle ne sera pas utile. Le territoire russe est soumis à un géoblocage sur le réseau satellite, donc ça ne fonctionne pas. Mais ce que les Russes ont fait, plus précisément ce que l'armée russe en première ligne a fait, c'est qu'ils ont acheté des terminaux Starlink via des pays tiers. Depuis Dubaï, les Émirats arabes unis, l'Inde ou la Chine, ils achèteraient via de fausses entreprises, feraient passer la marchandise en contrebande en Russie, puis dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Et devine quoi ? Le territoire occupé par la Russie reste considéré comme ukrainien par Starlink et la plupart des pays occidentaux, non ? Donc, il n'est pas vraiment géorestreint par Starlink. Ainsi, avec un terminal Starlink en zone occupée par la Russie, vous pouvez toujours l'utiliser. Et c'est ce que l'armée russe utilisait beaucoup pour les drones, pour la communication, pour tout ce à quoi vous pouvez penser. Parce que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide que n'importe quel autre accès à Internet que vous pouvez imaginer. Et c'est pourquoi l'armée russe en dépendait. Même l'armée ukrainienne en dépendait. Il l'utilisait aussi. Mais quand ce gars-là est devenu ministre de la Défense, il a voulu résoudre ce problème. Comment peut-il s'assurer que la Russie n'utilise pas Starlink sur les lignes de front, mais que les Ukrainiens puissent toujours l'utiliser ? Donc, la solution qu'il a trouvée était une liste blanche. Liste blanche signifie que si vous avez un terminal Starlink en Ukraine, vous devez l'enregistrer auprès du gouvernement ukrainien. Puis vous pouvez utiliser Starlink. Si vous ne l'enregistrez pas, vous ne pouvez tout simplement pas l'utiliser en Ukraine. Partout ailleurs, vous pouvez toujours l'utiliser. Mais en Ukraine, vous devez passer par le gouvernement ukrainien si vous voulez utiliser Starlink. Tous les terminaux Starlink de l'armée ukrainienne ont été mis sur liste blanche. Les citoyens ukrainiens possédant Starlink peuvent utiliser un site web gouvernemental. Vous allez sur ce site, vous soumettez les informations, vous fournissez une pièce d'identité, et ils valideront votre demande après avoir vérifié que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et si vous êtes russe, je suis sûr que certains Russes ont trouvé un moyen de contourner cela. Par exemple, ils utilisent une fausse pièce d'identité ou quelque chose comme ça, mais ces cas sont tellement rares que cela ne fait aucune différence. La plupart des terminaux russes ne fonctionnent pas sur le front, ce qui influence fortement le déroulement des combats. Dès que ce plan est entré en vigueur il y a quelques mois, on a constaté une baisse considérable des offensives russes qui avaient lieu sur les lignes de front. Nous avons aussi noté moins de drones utilisant Starlink qu'ils ont cessé d'employer et ont dû remplacer par d'autres solutions. Cela a clairement joué un rôle important dans le fait que les Ukrainiens ont arrêté l'offensive russe et, peut-être, dans certains endroits, ont même avancé. Donc, ils ont mené une contre-offensive. Donc, c'est clairement un grand succès. Et en plus de cela, une autre chose dont nous avons parlé au cours du dernier mois, c'est cette nouvelle opération que les Ukrainiens ont lancée, l'opération de verrouillage logistique. Des drones à courte portée qu'ils utilisent sur les lignes de front. Ce sont les drones FPV. Ils les utilisent soit avec le Wi-Fi, soit avec ces câbles, des câbles à fibre optique. Ce sont des drones à courte portée. Nous avons aussi des drones longue portée qui frappent des raffineries à des milliers de kilomètres en Russie. Mais les drones de moyenne portée, capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, sont un domaine où cet homme a investi beaucoup d'efforts et de ressources. Ainsi, l'Ukraine peut commencer à viser l'arrière de la ligne de front, les centres logistiques que la Russie possède, s'attaquer aux camions-citernes, aux dépôts de ravitaillement, à tout ce que vous pouvez imaginer qui aide l'armée sur les lignes de front. Comme vous le savez si vous suivez nos vidéos, cela contribue aussi aux difficultés de l'armée russe sur le front. Certaines troupes n'ont même plus de carburant. Il y a des chars russes, enfin pas des chars, je suppose des... comment ça s'appelle ? Des véhicules blindés qui sont simplement abandonnés parce qu'ils n'ont plus de carburant pour continuer à les utiliser ou à se déplacer avec. Donc cela a aussi un impact positif. Donc en 6 mois, il a vraiment accompli beaucoup de choses. Et en plus de ça, il croyait vraiment que c'est comme ça que l'Ukraine allait gagner. Sa philosophie était que l'Ukraine ne peut pas gagner une guerre d'usure contre la Russie. Cela n'arrivera pas. Il pensait que ce serait un combat perdu, car l'Ukraine manque de ressources, face à la Russie, même avec l'aide occidentale. Il se concentrait donc davantage sur l'innovation pour trouver des avantages asymétriques dont l'Ukraine pourrait bénéficier. Eh bien, cela a créé quelques problèmes avec les généraux plus âgés au sein de l'armée ukrainienne. Plus précisément, avec le chef des forces armées ukrainiennes, dont le nom est Sursky. Fedorov voulait mettre en place trop de changements trop rapidement, et Sursky s'opposait à cela, arguant essentiellement que certains des anciens systèmes sont encore bons,
Nous ne pouvons pas changer grand-chose en temps de guerre, ce qui a provoqué des tensions entre le ministre de la Défense et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Zelensky a expliqué au Parlement ukrainien qu'il avait limogé le ministre de la Défense car, en pleine guerre, il ne pouvait pas tolérer deux hauts responsables qui se détestent. Zelensky a dit, selon ses propres mots, qu'il voudrait renvoyer les deux dans un monde idéal. Mais comme ils sont en guerre, il n'a renvoyé que celui-ci. Tout le monde ne croit pas à cette explication. De plus, Zelensky n'a pas fait de déclaration officielle à ce sujet. L'explication que nous avons vient de députés qui ont donné des propos anonymes aux médias ukrainiens après cette réunion qui a eu lieu avec Zelensky. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de raison à ce limogeage, mais beaucoup pensent aussi que Zelensky soutient l'ancienne garde, jugée corrompue par beaucoup. L'histoire ukrainienne comporte beaucoup de corruption, moins qu'en Russie, mais elle restait importante. Et beaucoup de gens constatent que, eh bien, l'Ukraine protège l'ancienne garde et n'autorise pas les jeunes à prendre les rênes alors qu'ils font leurs preuves. C'est l'argument avancé par l'autre camp. Il y a quelques manifestations en cours en Ukraine. Pas des manifestations massives. Peut-être quelques centaines de personnes. Peut-être un peu plus d'1 millier de personnes. Je ne sais pas exactement combien, mais il y a des gens qui protestent contre le licenciement. De plus, le Parlement ukrainien refuserait tout nouveau ministre de la Défense. Ainsi, Zelensky ne peut pas remplacer cet homme via le Parlement. Une autre solution serait peut-être possible. Je ne connais pas bien la constitution ukrainienne, mais je vais suivre la situation. Voyons ce qu'il va se passer, surtout qu'un événement similaire a eu lieu l'an dernier. Vers juillet aussi. Comme ce mois-ci, il semble que l'Ukraine ou Zelensky ait l'habitude de créer des problèmes internes. L'année dernière, Zelensky essayait de faire passer une loi qui placerait toutes ces organisations d'enquête sur la corruption sous le contrôle du gouvernement, ce qui ne plaisait pas aux gens. On ne peut pas enquêter sur le gouvernement en travaillant ou répondant pour lui, je pense. C'est pourquoi les gens étaient mécontents. Zelensky a finalement cédé. Il a retiré la loi qu'il avait signée et tout s'est bien passé. À l'époque, les manifestations étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui. Attendons de voir la suite, je vous tiendrai informé quoi qu'il arrive. Mais je veux revenir sur les lignes de front car Zelensky évoque un point intéressant lié à la crise du gaz ou du carburant en Russie. Il précise que l'objectif de l'Ukraine n'est pas de priver la Russie de carburant, mais de vivre en paix. Puis, il prononce l'une des phrases les plus glaçantes de cette guerre. Écoutez bien. Notre objectif n'est pas une Russie sans essence, mais une Ukraine sans la Russie. Une Ukraine sans guerre. Une Ukraine qui fait partie de l'Europe. Et une Ukraine et une Europe libres de la menace de Moscou. L'Ukraine et l'Europe sans la menace de Moscou. Maintenant, pour changer de sujet, nous avons aussi un autre extrait d'interview de membres du cabinet ukrainien, je suppose. Je ne sais pas s'il est membre du cabinet en Ukraine, mais il dirige les forces de drones ukrainiennes. En gros, c'est l'homme qui mène la campagne de blocus logistique dont nous avons tant parlé sur cette chaîne. Et récemment, il a accordé une interview à Kaylin Robertson, un autre youtubeur et journaliste. Et dans cette interview, il explique pourquoi l'Ukraine n'a pas encore ciblé le pont de Kerch. Si l'on considère tout ce que l'Ukraine a fait, on se demande pourquoi le pont n'a pas encore été détruit, alors que l'Ukraine attaque déjà les pétroliers en mer d'Azov. Ils s'en prennent aussi aux pétroliers en mer Noire, dont nous allons parler dans un instant. Donc, l'Ukraine a clairement la capacité de frapper le pont si elle le souhaite, mais elle ne le fait pas. Alors, quelle est la raison ? Eh bien, écoutez l'explication. Nous ne touchons pas au pont de Crimée, si vous ne l'avez pas remarqué. Laissons-les partir par là. Laissons tous ces millions traverser ce pont sans s'arrêter et aller bien au-delà de l'Oural pour vivre en paix. Voici ce qu'ils ont perdu après plus de 10 ans ici. C'est leur boomerang, leur karma. Ils n'auraient pas dû venir dans notre Crimée. Qu'ils aillent se faire foutre en Sibérie et recommencent à zéro s'ils sont jeunes. Mais nous ne les arrêterons pas. Qu'ils partent. Mais nous allons les déranger. Qu'ils s'en aillent. Maintenant, la réponse a du sens. Il veut que les Russes qui vivent illégalement en Crimée puissent partir. Et le pont est la seule issue parce que la voie terrestre, eh bien, il est très dangereux de circuler sur ces routes. Surtout si vous entrez en Crimée ou en sortez. Le pont est donc le seul moyen sûr pour les civils russes de partir. J'espère aussi que l'armée russe l'empruntera. Mais de mauvaises nouvelles attendent aussi les Russes quittant la Crimée. Car la situation en Russie n'est guère meilleure, comme le disent ouvertement les économistes russes. Vous voyez, depuis que cette crise du carburant a frappé la Russie,
Poutine retire des ressources d'autres régions du pays pour soutenir Moscou et Saint-Pétersbourg, deux des plus grandes villes de Russie. Et c'est aussi là que vivent les élites. Maintenant, ces villes sont immenses. Moscou est, selon moi, la plus grande ville d'Europe, avec 13 à 17 millions d'habitants. Saint-Pétersbourg en compte 5 millions. Ces villes sont très peuplées. Mais cela signifie quand même qu'il y a environ 120 millions de Russes qui vivent en dehors de ces villes, puisque la population du pays est de 140 millions de personnes. Et ces personnes qui ne vivent pas dans les grandes villes, elles ont l'impression d'être lésées parce que le Kremlin ne se concentre que sur les difficultés que rencontrent les citadins. Il ne prête pas vraiment attention à toutes ces autres régions qui font toujours partie de la Russie. Et c'est exactement de cela que parle cet économiste. Cela crée une lutte des classes. Beaucoup de gens sont très en colère contre Moscou. Écoutez. En ce moment, Moscou dépouille toutes les régions. Des Russes m'écrivent et disent n'avoir jamais vu autant de haine envers Moscou dans les régions. Et la crise de l'essence a fortement aggravé cela. Quand ils prennent l'essence dont vous avez le plus besoin, destinée à Moscou. Ainsi, là-bas, on peut circuler en voiture rutilante et créer l'illusion d'une ville paisible dans un pays en apparence paisible, pourtant en guerre. Cela provoque une irritation intense quand vous avez une moissonneuse-batteuse qui attend dans un champ et que vous ne pouvez pas la faire fonctionner faute de carburant. Pas d'essence, rien du tout. Et le diesel est aussi parti pour le front, et il est impossible de faire quoi que ce soit. Cela nous mène à une autre campagne ukrainienne, lancée il y a seulement 2 jours, mercredi. J'enregistre ceci vendredi. Cela fait partie de la campagne de verrouillage logistique en cours depuis quelques semaines. Cette campagne s'appelle Molotchka. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie. Mais la campagne consiste surtout en des attaques de drones ukrainiens contre les pétroliers et navires russes en mer Noire. Nous avons déjà vu l'Ukraine s'en prendre à tous les navires russes qui se trouvaient en mer d'Azov ou qui y naviguaient. Et il semble qu'ils aient réglé l'affaire. L'affaire est terminée là-bas. Le trafic maritime à travers la mer d'Azov a chuté d'environ 99%. Il y a 1 ou 2 navires par-ci par-là. Mais à part ça, il ne reste plus rien que l'Ukraine n'ait déjà attaqué. C'est pourquoi ils ciblent désormais la mer Noire, frappant plus de 30 navires en 2 jours. Et cela porte le total des navires que l'Ukraine a frappés au cours des 11 derniers jours à 147. Cette opération a commencé le 6 juillet, et jusqu'au 16 juillet, soit 11 jours, 147 navires russes ont été frappés par des drones ukrainiens. Et c'est tout simplement fou. Récemment, je me suis entretenu avec l'ancien Navy SEAL Chuck Farah, qui suit la guerre bien plus attentivement que quiconque, y compris moi. Il explique la doctrine navale et les conséquences des actions de l'Ukraine. Ce segment s'inscrit dans la couverture générale offerte aux membres de Basics Insider, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, où Chuck explique les actions de l'Ukraine sur et derrière les lignes de front, la manière dont elle cible les Russes et son plan. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'analyse complète, ainsi qu'à d'autres analyses tactiques que nous faisons, vous pouvez devenir membre dès maintenant en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Votre soutien nous permet d'avancer et de maintenir ce journalisme indépendant. Chaque semaine, nous publions plus de contenu réservé aux membres, car l'algorithme de YouTube nous empêche de le publier publiquement. Devenez membre maintenant, et voici la séquence. Regardez. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Battlefield Breakdown, avec l'ancien Navy SEAL Chuck Farah. Content d'être ici. Analysons quelques séquences de bataille, même si, la plupart du temps, on sait déjà comment elles finiront. La première, ça s'est passé, je crois, ce matin. L'Ukraine a mené une opération inédite avec un UGV, un véhicule terrestre sans pilote. Ils ont débarqué sur une sorte d'île en mer Noire. C'est ça. C'était sur la flèche de Kinburn, qui est cette petite partie des îles barrières au sud de Kherson. Vous êtes en train de regarder quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. C'est un bateau sans pilote qui abaisse une rampe et débarque un véhicule terrestre sans pilote. Et il semble qu'on ait affaire à un canon de 20 mm ici. Encore une fois, je n'ai pas pu bien l'observer, mais c'est un gros canon. Oui, donc ça, vous savez, si c'est une mitrailleuse de calibre 50, je n'ai jamais vu ce genre de dispositif de bouche. C'est quelque chose dont les gens ont toujours aimé spéculer. Des robots qui vont simplement se battre. Ça devient une réalité. On arrive vraiment au point où le guidage terminal autonome devient courant des deux côtés.
L'Ukraine a été la première à l'introduire, mais j'ai justement publié aujourd'hui une infographie sur le G-4 qui est vraiment rapide. C'est une variante russe du Shahed, propulsée par un moteur à réaction vraiment rapide, capable de supporter plusieurs jets, et cela sert à échapper aux drones intercepteurs. Il a une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique. On parlait autrefois de système expert avant l'usage courant du terme intelligence artificielle, mais il peut verrouiller et atteindre une cible mobile. Ce n'est donc pas bon. Ouais, c'est fou. Bon, extrait suivant. On voit les pétroliers se faire toucher en mer d'Azov. Donc là, vous voyez, les amis, une zone saturée de cibles. Vous voyez, tous ces navires pointent dans la même direction. Ils sont tous à l'ancre. Et quand votre navire est à l'ancre, il va rester dans le cercle décrit par sa chaîne d'ancre sur 360 degrés. Au cours des 4 ou 5 jours qu'a duré cette campagne, l'Ukraine a frappé plus de 100 navires marchands russes en mer d'Azov. Comme je l'ai dit, c'est une zone saturée de cibles. Vous avez vu un demi-tour à 180 degrés et il y a des navires partout. Ce sont des navires-citernes d'environ 7000 tonnes transportant des distillats. Donc ils transportent des produits distillés comme de l'essence, du kérosène, de l'essence, et ils sont toujours touchés comme celui-ci. Ils sont soit touchés sur la passerelle, les espaces de navigation, soit touchés dans les espaces techniques. Si vous transportez de l'essence, vous passerez un mauvais après-midi ici. La Crimée est tout simplement en train de manquer d'essence maintenant. Oui, c'est vraiment le cas. Et l'une des choses importantes aussi, Sam, tu sais, l'essence, c'est un vrai problème. Et si tu es un civil, tu vas devoir marcher quelque part. Le vrai problème, c'est que tu manques de diesel, donc en tant que soldat, tu dois marcher. Cela signifie aussi que tes systèmes de défense aérienne ne peuvent pas utiliser les générateurs diesel qui les alimentent. Et aussi, il n'y a plus d'électricité dans toute la Crimée. Donc la situation empire de plus en plus. Maintenant, beaucoup de ces navires étaient ancrés à proximité du pont de Kertch. Alors, ce que les Russes devaient faire quand tous ces drones arrivaient et qu'ils coulaient ou frappaient, parce qu'ils n'ont pas tous coulé, ils frappaient un navire russe environ toutes les 2 heures. Regardez, cela se passe à proximité du pont de Kertch. Les Russes ont dû choisir, défendre le pont ou les navires. Vous voyez comment ce type s'en est sorti. Aussi, une théorie en ligne suggère que l'Ukraine cible les sections reliant la Crimée pour forcer le trafic à passer par le pont, faute d'autres voies d'approvisionnement. Oui, eh bien, l'une des choses qui se passe aussi, c'est que, regardez, le pont de Kertch est toujours debout, mais il ne fonctionne qu'à 25% de sa capacité. Et la principale raison pour laquelle ils ont construit le pont, vous savez, c'est qu'il a des voies routières et ferroviaires. À son apogée, 62 000 véhicules par jour traversaient le pont de Kertch. Ce chiffre est tombé à 25%, et cela va sembler étrange. On est tombé à 25% parce que le pont ne peut pas supporter un trafic normal. Et ce qui a le plus souffert, c'est le passage ferroviaire. Il y avait autrefois 94 passages de train par jour sur le pont. Ça, maintenant, il n'y en a plus que 4. 4. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces navires-citernes ici, parce qu'ils doivent transporter le carburant que les trains transportaient avant. Et maintenant, une centaine de ces navires ressemblent à celui-là avec la fumée. Ils ont déjà attaqué la partie ferroviaire du pont, non ? Oui, absolument. Mais cette grosse attaque qui a eu lieu il y a 2 ans et demi, c'était le coup décisif parce qu'elle a mis le feu à plusieurs wagons-citernes juste au sommet du pont, là où les contraintes sont les plus importantes architecturalement. Écoute, il n'y a pas de coïncidence en temps de guerre. On ne réussit pas par chance. Tu sais, on devient bon. Et cette section de la voie ferrée est toujours hors service. Alors j'ai dit, tu sais, on est passé de 94 trains à 4. Ces trains doivent rouler à 10 km à l'heure et en unité américaine, c'est à peu près aussi vite que tu peux courir, 6 miles à l'heure. 2 trains par jour, pas 94, donc ça c'était la solution russe. Pas vraiment. Aussi, en parlant du diesel, comment saurions-nous que l'armée souffre ? Parce qu'il faudrait supposer, non ? L'armée aura la priorité sur tout ce qu'ils ont. S'il y a une pénurie, ce sont les civils qui vont souffrir en premier. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Et les gens n'en parlent pas encore beaucoup, mais j'ai fait un reportage pour le Kyiv Post ici, mon Dieu, je ne me souviens plus. Mec... Il y a quelques heures. Ouais, mais... J'ai écouté.
Une chose qui arrive, c'est que les gens n'en parlent pas. Écoutez, on est à la mi-juillet. En Russie, la neige commencera à tomber en septembre. Ils doivent récolter et distribuer les récoltes d'ici les 45 prochains jours. Non, Sam, ils ne vont pas y arriver. Ils n'ont pas le diesel. Nous avons un extrait à venir avec une femme qui est éleveuse en Russie et elle dit « Les gars qui récoltent le grain n'ont pas le diesel, ils ne peuvent pas le payer à son prix actuel. » Elle dit « Je ne peux pas nourrir mon bétail parce que je ne peux pas acheter le grain au prix qu'ils vont devoir en demander une fois récolté. » Mais ce ne sont même pas les pressions économiques et elles sont réelles et tu sais, ça peut interrompre la distribution. Mais le vrai putain de problème, c'est qu'il n'y a pas de diesel. On ne peut pas faire tourner les moissonneuses, on ne peut pas faire rouler les camions qui vont au centre de distribution. Et il n'y a pas de distribution locale parce que ces camions roulent aussi au diesel ou à l'essence. Donc dans les 45 prochains jours, vous allez voir de fortes baisses des récoltes en Russie. On verra. Les gens n'ont pas d'essence aujourd'hui, mais quand ils ont faim, ils deviennent agressifs. Quand je fais ces vidéos, j'ai toujours plus de recherches que je ne peux en inclure dans un épisode. Certains spectateurs trouvent déjà les vidéos très longues, et je comprends. Plus de 20 minutes, je pense que cette vidéo va probablement dépasser les 30 minutes, c'est extrêmement long. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est que je fais quand même les recherches, et je veux en parler. Nous avons donc commencé à publier des versions longues de ces vidéos pour nos membres. Donc si vous n'êtes pas membre, voilà une raison de plus de vous abonner, surtout si vous voulez suivre ce qui se passe sur les lignes de front, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Russie. Vous pouvez donc devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Je m'appelle Sam, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.